Au nom du Grand Oral de l'UCLI, Monsieur le Recteur, nous vous remercions de votre présence. Nous vous avons offert une carte de remerciement ainsi que des chocolats voisins. Je vous en prie. Bon, vous savez donc que je suis quelqu'un d'assez gourmand. Merci de m'avoir invité pour introduire cette soirée. J'étais en réunion toute l'après-midi, mais on m'a dit que des étudiants avaient souhaité ma présence. Donc, j'ai interrompu ces réunions pour être présent vraiment 5 minutes parmi vous. On m'a remis la liste d'un certain nombre de personnes que je serais incapable d'identifier, mais que je salue. Je salue particulièrement Marc Fraisse, ancien député et ancien vice-président de la région Rhône-Alpes. Je salue également Yann Cuchera, conseiller municipal de Lyon. Je ne sais pas s'il est là. Bonsoir. Et je salue Monsieur Paul Michel, procureur général honoraire de la Cour d'appel de Grenoble. Je ne sais pas s'il est là ce soir, Monsieur le procureur. Bonsoir. Alors, dites-moi. Et le consul de Biélorussie, me dit-on. Bonsoir. Vous voyez que c'est un tout petit peu improvisé. Je voudrais remercier le premier vice-recteur, le vice-recteur Marc Olivier, que je salue, qui est vraiment un petit peu la cheville ouvrière, je crois, de ce qui se passe ce soir. Je salue les doyens présents, le doyen de la faculté de droit en particulier. Et donc, on m'a demandé 4 minutes sur l'éloquence. Bon, vous avez remarqué que je suis prêtre. Et donc, un prêtre rencontre tous les dimanches un rendez-vous qui s'appelle l'homélie du dimanche. Voilà. Donc, que dire le dimanche pendant 7 minutes? La recommandation, c'est ne pas faire trop long, une seule idée, et surtout parler des textes. Le pape Benoît XVI a fait une exhortation post-synodale qui s'appelle Verbum Domini, où il parle de l'homélie. Et donc, c'est assez humoristique, car le pape Benoît XVI, qui a une réputation austère, est en fait un homme plein d'humour. Et donc, il disait, donc, dans l'homélie, on aura soin de s'effacer derrière le texte biblique et de ne pas se mettre en avant et de ne pas se livrer à des digressions qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt. Donc, je retiens de ce propos du pape Benoît XVI que l'éloquence sert à se mettre au service d'une cause, ici de la parole de Dieu. J'imagine que dans les métiers du droit, il en va de même. Un avocat va se mettre au service de son client et l'éloquence essaiera d'emporter la partie. J'imagine qu'un avocat général se met au service de la justice et de son pays, etc. Je ne sais pas quels seront les critères que le jury va mobiliser pour attribuer le prix d'éloquence, mais j'imagine donc que ce critère du service sera important à vos yeux, c'est-à-dire non pas une éloquence narcissique, mais une éloquence qui cherche à mobiliser l'auditoire au-delà de soi-même. C'est tout ce que je vous souhaite, et surtout aux 2 finalistes dont on m'a donné le nom, mademoiselle Oriane Calmel, qui est en 2e année de l'ESTBB, est-ce exact? Et monsieur Paul-Émile Burgevin, qui est en 1re année de lettres, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc écoutez, bon courage pour ce soir, soyez convaincants. Honorables membres du jury, cher public, chers candidats, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette soirée de finale du concours d'éloquence de l'Université catholique de Lyon. L'équipe du Grand Oral de l'UCLI est très fière de vous présenter ce concours et particulièrement cette finale qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de vos attentes. Cicéron résumait l'éloquence en 3 mots, plaire, instruire, émouvoir. Alors ce soir, nous voulions vous émouvoir. Cette passion qui nous réunit dans ces temps difficiles permettra, nous l'espérons, de vous accorder une parenthèse de plaisir. C'est pour cela qu'il était important pour nous de maintenir ce concours à flot, malgré les conditions sanitaires et les gestes barrières que nous avons respectés. Les 2 candidats qui s'affronteront ce soir ont passé avec brio et éloquence les épreuves des présélections, des quarts demi-finales et des demi-finales. Nous saluons pour cela leur talent épatant. À l'occasion de la grande finale, les candidats devront s'affronter sur le sujet suivant. Les mots rendent-ils les cris vains? Ils disposeront de 15 minutes pour nous faire part de leurs réflexions en réponse au sujet. Des difficultés que vous connaissez désormais se sont ajoutées. En effet, ils devront incorporer à leur texte 2 mots que nous leur avons imposés 10 minutes avant leur passage par tirage au sort. De plus, la notion de la violence devra être impérativement traitée. Pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, une présentation de nos 2 finalistes. Madame Oriane Calmelt, étudiante de 2e année à l'ESTBB,
Vous la connaissez pour son humour sans faille. Elle ne vous a jamais fait pleurer, ou alors seulement de rire. Elle s'armera une nouvelle fois de sa personnalité unique pour vous faire vibrer. Mais face à elle ce soir, un candidat redoutable, ce maître des mots, de notre chère langue de Molière, vous fera voyager dans son univers de poésie, mais pas pour le moins dépourvu d'un humour raffiné. J'ai nommé M. Paul-Émile Burgevin, étudiant en première année de lettres modernes. Nous avons hâte, chers finalistes, que vous nous fassiez partager votre discours, armé de votre singularité. Dévoilez-vous, surpassez-vous et surtout, impressionnez-nous. Avant cela, à l'occasion de cette grande finale du concours d'éloquence de l'UCLI, nous sommes honorés de vous présenter, cher public, chers candidats, un jury d'exception qui sera composé ce soir de Monsieur le premier vice-recteur de l'UCLI, Monsieur Olivier, Monsieur le doyen du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales et directeur de la faculté de droit, ainsi que professeur des universités catholiques, Monsieur Cadarsa. Monsieur le procureur général, qui est le procureur général honoraire de la Cour d'appel de Grenoble. Maître Rinck, avocat à Lyon et consul de la République de Biélorussie. Monsieur Fraisse, ancien député, ancien vice-président de la région Rhône-Alpes et président de Capzen Service. Monsieur Laurel, directeur adjoint de l'ESDES, en charge des programmes et de la vie étudiante. Monsieur Argelier, journaliste animateur, l'interview sans filtre, télé-loisirs, Prisma Média. Monsieur Sugy, journaliste au Figaro. Monsieur Cuchera, ancien capitaine de l'équipe de France de gymnastique, 2 fois champion d'Europe et vice-champion du monde, adjoint de Gérard Collomb à la mairie de Lyon de 2014 à 2020. Monsieur Pissochet, directeur de la communication et du marketing de l'UCLI. Monsieur Kuok, enseignant et directeur pédagogique à l'UCLI. Monsieur Fortoul, directeur pédagogique du DU Sciences politiques à l'UCLI et du DU Administration publique à l'UCLI, mais aussi enseignant-chercheur en droit public à l'UCLI. Monsieur Codo, consultant en stratégie d'entreprise et communication d'influence et gagnant du concours de plaidoirie de l'ADELI à Lyon 3 en 2011. Et enfin, Monsieur Hadj, enseignant à l'UCLI et en école de commerce et directeur de salle du Cercle de l'Union. Alors vous, nos chers candidats, puisse le sort vous être favorable une dernière fois. Madame Calmels, prenez place. Vous avez 15 minutes. Madame Calmels, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos 2 mots, s'il vous plaît? Alors, épicéa et ab imo pectore. Très bien. Eh bien, vous avez 15 minutes. Vins, V-A-I-N-S. Vins est une commune française située dans le département de la Manche, en région Normandie. Les Cris est un peuple autochtone d'Amérique du Nord. Alors, je ne vois pas trop où ceux qui ont créé ce sujet ont voulu en venir. Les mots rendent-ils les Canadiens normands? Vaut mieux pas, quel mélange. Moins plus moins ne fait toujours pas plus, mais enfin. Promis, cette fois-ci, pas de science. Je sais qu'en ce moment, pour tout le monde, c'est un réel casse-tête. Alors, de toute manière, je n'ai plus les mots. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont de valeur que grâce à ceux qui les expriment. Et en réalité, ce n'est pas nouveau. À l'époque où Christophe et son colon ont débarqué sur une terre nouvelle, l'amiral et ses confrères n'avaient pas fait l'effort d'écouter ou de même comprendre les indigènes. Eh bien, les mots sont-ils faits pour être entendus? Sartre, je n'approuve pas cette pensée. Pourtant, il est vrai que lors de cet acte horrible qu'est
le mariage, voilà. Eh bien, nous signons. Mais la signature n'est pas un mot, et pourtant on s'engage. Et nous sommes forcés de dire, qui plus est, oui, je le veux. Mais je ne suis pas d'accord. C'est une dictature de la parole. Ne vous forcez pas à dire ces mots. Alors, les mots écrits n'ont donc aucune valeur. Et les paroles sans mots, qu'en fait-on? Tenez. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut traduire? Personne? Personne n'est capable? Alors ayez honte. Ayez honte si vous luttez contre l'exclusion de ne pas connaître la langue de vos compatriotes. Ayez honte si vous vous dites humaniste de ne pas vous être intéressé à ceux que l'on n'entend pas. Ayez honte de croire que les idées ne passent uniquement par la voix. Et j'ai honte que l'on nous propose d'apprendre des langues mortes et que l'on oublie celles des vivants. Alors, heureusement qu'elle est là. Ses cheveux brillent au soleil. Elle m'enrichit à chaque fois que je fais appel à elle. La sensualité de ses courbures me rappelle à quel point les cours de langue sont importants, même si, quand on la retourne, petit Robert est mécontent. Je parle bien évidemment pas de la blonde que l'on ramène après une soirée en boîte de nuit, mais de celle que l'on ramène après la question pour un champion. La rousse, vous l'aurez compris. Mais voilà une émission qui a encore conscience que les mots ouvrent nos sens. Je mets un mot sur le toucher, je mets un mot sur la vue, sur une odeur, sur un goût, sur un son. Je me sens bien évidemment contraint d'aborder cette petite particularité dans le sujet. Vous l'aurez compris, les mots rendent-ils l'écrivain? Super jeu de mots, super plagiat. J'applaudis. Alors, les mots rendent-ils l'écrivain? J'avoue ne pas être bien placée et je laisserai cette partie à M. Paul-Émile Burgevin qui saura trouver les bonnes références au vu de son cursus. Mais en tout cas, ils font leur métier. Les mots font le métier de l'écrivain. Un écrivain sans mots, c'est un peu comme un politique sans prétention. Hein. Ça n'a aucun sens. Mais à sa manière, Baudelaire avait déjà peut-être clamé « La poésie, c'est moi !» Ah oui, non, pardon. Non, parce que ça, c'est M. Mélenchon et c'est pas un politique. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais enfin, peu importe. Mais les mots M-A-U-X rendent l'écrivain, ça c'est un fait. Les mots, dans leur définition de douleur, sont la source même de la création artistique. Certains même en ont perdu la tête. Attention, je vous vois venir, la rhétorique est fausse. C'est pas parce qu'on perd la tête qu'on est un artiste. Il n'y a qu'à voir Louis XVI. Bon. Certains ont préféré perdre une oreille. Et j'admire la peinture grâce à son silence. Le cri de Munch ne fait aucun bruit, et pourtant, quand je l'admire, je sens comme une résonance. Aucun mot, aucun cri, aucune sonorité, juste des couleurs et un titre pour nous guider. Les mots lus également, ou plutôt entendus, et c'est pour ça que j'approuve le geste de M. Van Gogh, les mots entendus peuvent nous être insupportables, atroces. Je suis désolée, mais quand on écoute Madame Muriel Pénicaud, c'est un crime contre l'art oratoire, sérieusement. Hein on a beau avoir été ministre du Travail et PDG, quand on ne sait pas aligner clairement des mots, eh ben, on perd en crédibilité, bien évidemment. Les mots lus également peuvent choquer. Et Émile Zola l'avait bien compris, c'est pourquoi il a accusé. Les mots soulignent les erreurs, amplifient les tabous, font briller les malheurs et remettent les improbités au bout du jour. Voyez comme M. Polanski a été gagné par la raison. Il faudrait peut-être faire comme lui, un film sur l'injustice, mais la perpétuer sans aucune honte. Bravo. Non, sérieusement, bravo, je m'incline. Quelle ingéniosité de se pavaner avec le César du meilleur crime. Jaunes sont leurs gilets, mais noirs sont leurs pensées.
Ne se sentant ni écoutés ni entendus, ils ont choisi les cris, la colère, mais surtout l'union. Les mots prennent leur importance dès qu'ils sont lus, perçus, reçus, mais ont un meilleur impact en grand nombre. Feu roi Hassan II démontre d'ailleurs ma pensée. Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de mauvaise foi face à des gens. C'est l'inverse, vous voyez, je perds mes mots. Il ne faut pas avancer des arguments de bonne foi face justement à des gens de mauvaise foi. Si les mots ne sont pas réceptionnés, si les mots sont même déformés, vous aurez beau crier, oui, vous aurez beau crier « I cannot breathe », vous aurez beau crier de toutes vos forces, si l'oreille face à vous est un mur d'indifférence, vous crierez cette fois-ci, en vain, sans cesse, mais au prix de votre vie. Je suis d'ailleurs persuadée qu'il y a beaucoup de mots sur lesquels nous devrions nous taire. La réponse à certains cris est le silence, la réponse à la violence est souvent l'indifférence. La simplicité des mots, à contrario, peut suffire dans un contexte. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Applaudissements pour ces mots qui resteront en gravité dans notre esprit, sauf pour les génies de cette terre qui savent très bien que c'est un complot. Enfin. Essayons avec d'autres mots. Violence et bleu. Bon, pour certains adeptes du Martinez, c'est plutôt signe d'épanouissement et de cris joyeux, mais dans un autre contexte. Cacher les bleus et les bosses était devenu une préoccupation régulière. Quand cacher ne suffisait plus, il fallait mentir. Pour un hématome, je disais que j'avais pris une porte. Pour un bras cassé, c'était un tas de bûches qui s'était écroulé. Et quand mentir ne suffisait plus, il fallait rester chez soi. Et je disais que j'avais une gastro. Mais le pire, vous savez, le pire, c'était la violence des mots. Daphné, 36 ans, faible, selon les ignorants, victime, selon la justice. Et les mots qui la définissent me rappellent à quel point, quelquefois, ils ne sont pas utilisés à bon escient. La violence est journalière. On dit même parfois que la violence est policière. Et ces gardiens de la paix, parfois coupables de bavure, sont aussi capables de bravoure. Et en oubliant leur fonction primaire, informer devient cultiver la haine. Une faute vous faites, une vie vous perdez. Et à la manière d'une goutte, le mot déborde et le mot dégoûte. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule. Les yeux revolver, le regard qui tue, les yeux disent le contraire. Le champ lexical du regard domine dans la musique. Et alors, si une émotion coincée derrière la rétine peut transmettre une idée, je vous le demande, que fait-on de Gilbert Montagnier, qui nous dit que l'amour se raconte en musique, mais c'est sûr, quand on ne peut pas l'écrire, quand on ne peut pas le voir, il ne reste pas grand-chose. Mais finalement, peu importe les cris, peu importe les mots. J'aspire cependant au collectif. Croyez-vous que Black Lives importerait si basse avait été leur demande d'égalité? Fais-toi entendre, nous disent nos parents dans notre jeunesse. Fais-toi comprendre, je rétorquerai. À voix haute pour Bertrand Perrier ou à voix basse pour Nicolas Evans, en criant Aline pour Christophe. Mais est-elle revenue? Finalement non, si vous connaissez la suite de la strophe. On me dit souvent de mettre de l'eau dans mon vin. Eh bien, mesdames, messieurs, je préfère mettre du vin avec les mots. Et oui, l'alcool donne du courage pour dire des mots que l'on pense tout bas, que l'on ose dire, et que le lendemain, parfois, l'on regrette. Et à la manière d'un épicéa, ça pique. Je vous laisserai repenser à vos soirées dans votre jeunesse. La vôtre est peut-être très loin, mais la mienne est confinée. Donc, bon, morale,
de cette histoire non anodine, je suis désolée, Santé publique France, hein, s'il y a des gens qui travaillent au gouvernement, ne vous fâchez pas, mais ce n'est pas l'alcool qui est à consommer avec modération. Ce sont les mots qui blessent et qui, à certains degrés, nous font défaut. Et dans l'ivresse des échanges, sous l'emprise de ce qui, pour nous, à 10 ans, ressemblait à du jus d'orange, on ponche dans l'excès, rassemblés comme au culte, et on se noie dans l'opium du peuple. Alors, pour rendre un certain hommage et pour soutenir surtout ceux qu'on n'entend pas et que l'on s'empresse de mettre de côté des débats sous prétexte qu'ils ne s'animent pas de grands gestes comme nos amis d'HEC et de phrases aussi bateaux que le Black Pearl, parce que muets sont certains de Black Lives Matter, parce que mortes sont certaines d'hashtag MeToo, parce que réservées sont certaines de LGBTQ+, tout l'alphabet, parce que je vais sûrement recevoir des réflexions pour ne pas avoir cité Europe, Écologie Les Verts. Je terminerai mon éloquence sur 10 secondes de silence. Non pas pour rendre hommage comme si une idée sans son était morte. Non, je me tais pour une fois. Oui, pour une fois, je vois votre regard. Pour une fois, je me tais, afin de prouver que l'éloquence est un état d'esprit et que les mots ouvrent simplement ses portes. Une minute de silence sont souvent honorées pour les morts. J'en prendrai 10 secondes pour les mots non sonores. Ceux pour qui les pensées vivent, au travers d'un toucher, au travers d'une caresse, au travers d'un sourire, au travers d'une ride, soyez-en fiers. Au travers des livres, au travers des prières, au travers de lèvres, celle du haut, celle du bas, même si les deux parfois font grève. Je m'incline devant les mots sous-cotés. Pour ceux qui marquent, même chuchotés, pour ceux qui muets bousculent nos pensées, pour ceux qui font mal, ceux qui blessent, pour ceux que l'on entend dans nos rêves, pour ceux qui en quelques lettres restent à vie, pour ceux que l'on crie, ceux que l'on n'ose pas dire. Pour les « je t'aime » et ceux qui répondent « c'est gentil », pour les « je te hais » et pour les mots nouveaux qui viendront à venir. Grâce à certaines personnes que j'admire, oui, je sais que sur nous, Simone Veil, même si Jacques Brel. Avant de terminer mon éloquence sur ce silence, avant de vous laisser à une légère introspection, laissez-moi m'adresser à lui. Même quand tu n'auras plus les mots, je t'écouterai à travers les gestes. Même quand tu n'auras plus les gestes, je serai attentive à ton regard. Je t'invoquerai l'esprit de là-haut pour que mon cœur continue de battre. Même si tu pars, je resterai. Et au sens propre du dictionnaire, profondément, je te le promets. Plus un dire, je vous prie, le décompte est lancé. Ib amo pectore. Merci. Merci, Madame Kelmers. Bravo. Je vous en prie. Est-ce que le jury a des questions, s'il vous plaît, à adresser à Madame Kelmers? Il faut cliquer une fois sur le bouton. Merci beaucoup. C'est un vrai moment de partage et même d'émotion. Mais comment avez-vous ressenti, vous, tout de suite, l'auditoire, avant que nous, effectivement, nous ayons un avis sur ce que vous nous avez proposé? C'est très difficile parce que je pense que, surtout derrière vos masques, moi je me base surtout sur le regard et la gestuelle du visage, finalement. C'est pour ça que ça me fait penser à certaines personnes qui travaillent dans la culture, qui disaient que les spectacles avec les masques, finalement, ça n'avait pas grand sens. Donc je suis assez d'accord avec ça. Donc arriver face à un tel jury, c'est beaucoup de pression et je ne peux pas appréhender votre ressenti au premier mot. Ça serait manquer déjà de
enfin ça serait prétentieuse, peut-être même, vu mon discours. D'ailleurs, je vous ai laissé 10 secondes de répit, hein. C'était pas du tout un trou, c'est pour que vous puissiez respirer, boire un coup, manger un petit chocolat, c'est fait exprès. Hein. Donc, non, sérieusement, je pense que c'est très compliqué, je peux pas vous juger parce que voilà, vous avez une casquette, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de soleil, il y a trop de lumière, vous aimez bien, c'est un style. C'est pour éviter que le cerveau s'envole, mais on peut l'enlever, effectivement, mais on peut enlever le masque. Alors. Donc, on gardera effectivement l'ensemble, l'essentiel, c'est d'être ce que l'on est, et vous êtes très bien. Et quel est le mot de la langue française que vous préférez? Puisque, effectivement, aujourd'hui, nous sommes réunis sur les mots, etc. Merci. Eh bien, effectivement, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, s'il vous plaît? Lâchez-vous, j'ai toujours réponse de toute façon. Dites-moi. Faut appuyer une fois. Allô, allô. Oui, j'ai été très, très ébloui par vos connaissances. C'est formidable, c'est bien exprimé. Je vais vous poser une question un peu professionnelle. Il arrive souvent, enfin en tout cas assez souvent, que dans des dossiers très difficiles, des dossiers violents, à l'audience, un avocat, pour convaincre ses juges, et Dieu sait s'ils ne sont pas faciles, comme monsieur le procureur général, et bien que cet avocat qui défend ce dossier soit dans l'obligation, avec ses tripes, d'oser en faire un peu trop. Ce qui veut tout dire. Dès lors, ne pensez-vous pas que dans de pareilles circonstances, les mots dont vous dites qu'il ne faut pas les avancer de mauvaise foi, avez-vous dit, mais moi je pense que l'on peut le faire, donc je repose mon observation. Ne pensez-vous pas que dans ces circonstances exceptionnelles de défendre coûte que coûte un dossier violent, puisque le terme de la violence est aussi utilisé, que les mots de mauvaise foi puissent être, avec les cris que l'avocat peut être amené à pousser, que les mots de mauvaise foi et les cris puissent être dans ces circonstances les meilleurs amis du monde? Très profond. Hein. Bravo. Hein. Je pense qu'on peut l'applaudir pour sa question. Non, je vous remercie d'avoir posé une question. Je ne suis pas du tout du métier, mais je vais quand même essayer de donner un avis. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi avancer des arguments de mauvaise foi, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans le métier d'avocat, on n'est pas censé mettre du sentimental, et j'ai cette impression qu'avancer des arguments de mauvaise foi avec l'écrit, c'est y mettre du personnel, finalement. C'est vouloir coûte que coûte défendre une cause avec son âme, ses tripes. Et peut-être que je trouve ça un petit peu trop personnel. Et finalement, pourquoi avancer des arguments de mauvaise foi? Et moi, c'est pour ça que je ne suis pas avocate. C'est parce que j'aurais eu du mal à défendre des personnes qui ne le méritent pas. Mais bon, ce n'est pas mon métier. Ça, c'est autre chose. Peut-être que M. le procureur général aura quelques mots à dire à ce sujet, puisqu'il est de l'autre côté de la barre. Alors, est-ce que les mots, quand ils deviennent des armes, doivent être réprimés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites à l'expression dans certains domaines, comme celui de la justice, ou dans d'autres, celui des médias? Faut-il une liberté totale ou faut-il des limites? Vous auriez dû venir à l'autre sujet. Non, c'est très intéressant comme question. Je pense qu'on pourrait débattre pendant des heures. On connaît tous la maxime qui dit la liberté des uns s'arrête où celle commence celle des autres. Je trouve que c'est un petit peu facile. Hein. On aime tous avoir sa propre liberté. Et quand elle touche celle des autres, on dit oui, mais. Et c'est ce oui, mais qu'il faut éviter. Moi, je suis pour la liberté d'expression, pleinement. Je défends la liberté d'expression même. Mais à partir du moment où on va avoir une personne en face qui nous dit non, stop, ça touche à mon respect, ben, on écoute, on prend en compte, puis on arrête. Enfin, je veux dire, le b.a.-ba d'une communauté, c'est la communication. Donc, communiquons au lieu de dire on va fixer des règles comme ça. Moi, je trouve que fixer des règles par rapport à la liberté d'expression, par rapport aux mots, c'est super strict parce que les mots, ils sont tellement riches, on peut tellement communiquer avec que ça se fait vraiment, à mon avis, au cas par cas.
C'est ça qui est difficile de généraliser. Mais les mots peuvent tuer. Parfois, je prends l'exemple du harcèlement. On a vu des cas. Que faut-il faire? Alors, que faut-il faire face au harcèlement? Finalement, déjà, je trouve que les démarches de prévention sont plutôt correctes. Surtout quand on est jeune. Moi, j'ai eu du harcèlement dans mon école, donc je me rappelle un petit peu de quoi ça avait l'air. Mais quand on est jeune, on a encore, je pense, moins conscience de la valeur des mots, parce qu'ils ont une valeur. Ils ont une valeur singulière et ils ont une valeur aussi dans un contexte, dans une phrase. Il m'arrive quelquefois avec mes amis de nous charrier « Oh, t'es mal habillé, oh, aujourd'hui, la tête que t'as. » Bon. Mais parce qu'il y a un contexte. Non, mais c'est vrai, nous sommes amis, un contexte. On aime le sarcasme. Mais demain, quelqu'un que je croise dans la rue et à qui je dis « Oh là là, comment t'es habillé? Tu n'iras pas à la Fashion Week comme ça, hein ?» Pourquoi? Voyez-vous? C'est vraiment qui on a en face, quel interlocuteur, quelle est sa sensibilité, et si on ne le connaît pas, moi, je n'irai pas faire cette démarche-là d'avancer des arguments un peu limites avec quelqu'un que je ne connais pas. Parce que, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, et je trouve ça super compliqué de généraliser. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Dites-moi, oui. D'où vient ce charisme? Qu'est-ce que vous souhaitez faire dans votre vie demain avec ce talent et ce charisme? Je vous remercie déjà, c'est un très beau compliment. On m'a toujours dit que j'étais pas belle, mais que j'avais beaucoup de charisme. Alors vous voyez, ça me rassure quand même. Hein. J'aime beaucoup le STBB, mais je compte m'envoler ailleurs, dans des chemins plus médecine, cursus médecine. J'aimerais faire de la cardiologie, de la recherche, mais enfin, qui veut mon CV? Non. Oui, j'aimerais m'orienter, vraiment rester dans la science. Et pourquoi pas faire des congrès, prendre la parole, j'aime beaucoup ça, mais je n'ai pas assez de courage pour m'aventurer ou m'inventer avocate, journaliste, parce que j'ai beaucoup peur, je suis très confession intime là, invité Énergie 12, non, sérieusement, j'ai beaucoup peur des mots et de l'ampleur qu'ils peuvent prendre, et je trouve qu'avec les réseaux sociaux maintenant, un mot sorti, pris de son contexte, c'est ce que souvent, alors j'aime beaucoup les journalistes, mais il y en a pas mal qui le font, je trouve, même certains que je regarde et que j'aime beaucoup, mais parfois, ce que j'avais reproché, je ne sais pas si j'ai le droit de citer d'émission, non, je n'ai pas le droit, moi je ne vais pas citer, mais il y avait eu une émission que je regardais, et ils avaient pris un mot, une phrase, sortie de son contexte, tournée dans tous les sens, et bien forcément, c'était par rapport à un politicien, ils l'avaient ridiculisé. Mais moi, je trouve ça malveillant, et j'ai tellement peur de la malveillance que je ne pourrais pas, voilà, toute une vie, m'aventurer à parler aux autres, à donner de mes idées, parce que j'ai beaucoup peur de leurs répercussions. Voilà, donc je vais rester dans ma petite science. Dites-moi, vous pourriez faire une excellente politique. J'aime pas trop comment ils s'habillent après. Mais... Puis en plus, il y en a qui se disent écolo, ils prennent les avions pour aller... Non, mais ça, c'est un autre débat. On ferme. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos 2 mots, s'il vous plaît? Ah ah ah. Mes mots sont polysyndète et nuciculture. Il y en a un des deux que je ne connais pas. Je vous laisse deviner. Vous avez 15 minutes. Il est 17h30. Trouville-sur-Mer. Marguerite Duras, la clope au bec, se sert son 76e godet. Elle écrit « Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire, c'est hurler sans bruit. Ivre, elle multiplie les polysyndètes, elle regarde les mouches mourir. Elle est bien la preuve que le vin ne tue pas l'écrivain. Elle est la preuve que le vin ne rend pas l'écrit vain. Alors vous, si vainement vous criez, vainement vous parlez, vainement vous souvenez, vainement vous pensez, je vous le dis, vainement vous vivez. Quel sadisme, quelle violence. Vous nous demandez à nous
de parler du sens de nos mots, nous qui ne pensons rien de tout ce que nous disons. On est des beaux amis qui vous ont virevolté en l'air quelques jolies phrases convaincantes ou moins. On est écouté, interviewé, retranscrit. On se la pète pas mal quand même. Alors, que dire? On pourrait faire comme John Cage, 4 minutes 33 de silence. Je ne m'y hasarderai pas, contrairement à Madame Calmels. D'autant plus que John Cage, lui, était rémunéré. Je ne le suis pas, ça n'est pas rentable. Alors, que dire? Alors, je pense qu'il faut parler peu, mais parler bien. Crier, ça ne sert à rien. Demandez à Beethoven si le cri est vain. Allez-y, demandez-lui. Ce qu'il va vous répondre. Alors non, tout d'abord parce qu'il était sourd, et ensuite parce qu'il est mort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous sourds aux autres. Certains m'ont vu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai dit qu'on s'en fiche de savoir comment vont les gens, puisque nous, on va déjà si mal. Quand on crie, on ne crie pas pour être compris, on crie pour être entendu. Au fond du ravin, on crie « à l'aide, à l'aide ». On crie « à l'aide » pour être entendu et qu'on vienne nous aider. Pour cette fonction-là, on peut se contenter de cris exclusivement composés de voyelles. Des A, des O. Mais est-ce les mots qui les rendent ainsi? Depuis le début de ce concours, je n'ai cessé de remettre en question tous les sujets, mais aujourd'hui, je m'arrêterai. Je vais vous dire que oui, les mots rendent les cris vains. La première fonction dans laquelle ils les rendent vains, c'est dans la fonction de convaincre. Certains d'entre vous ont des enfants. Je pense que vous savez que lorsque vous leur hurlez dessus, ça ne fait pas mieux passer le message. Non pas parce que le niveau de décibels que vous émettez empêche votre message d'être compris, non, mais parce que vous vous mettez dans une position où vous sortez de vos gonds. Et là, vous allez me dire, mais monsieur Burgevin, vous avez 18 ans, vous n'avez pas d'enfant. Alors certes, mais j'ai réalisé un large sondage sur un échantillon immense composé de mes 2 parents, 2 amours. Et ils m'ont dit que les châtiments physiques et la haine étaient beaucoup plus efficaces que les cris. Ah, j'ai pas eu une enfance facile. Ainsi, petit, me relant par terre en criant à la caisse du supermarché, ma mère me regardait en disant « Mon fils, tu me déçois. Plus je te regarde et plus tu t'éloignes de l'impératif catégorique kantien. » J'ai été élevé à cette sauce-là, à la sauce de Sciences Po. Alors, les cris sont rendus vains dans la fonction de convaincre. Mais on peut le prouver d'une manière plus sérieuse. Mais non. Il y a 1 semaine, j'écoutais la matinale d'une radio, dont je tairai le nom en disant qu'elle est en France et qu'elle est inter. Et était interviewée Marine Le Pen, qui, comme chacun le sait, écrit de la main droite. Elle était interviewée par une journaliste qui, elle, est convaincue qu'être gaucher, c'est plus pratique, même si ça bave. Eh bien, croyez-moi, j'en ai recraché mon café tellement ça criait. J'ai rien compris. La première a échoué à faire passer son message et la deuxième a échoué à l'en empêcher. C'était d'un flou à faire pâlir les photos que vous avez prises hier soir. Et je vous dis, c'est pas beau à voir. Comme je vous l'ai dit, on peut le prouver de manière plus sérieuse. En fait, quand on oppose les cris et les mots, on a envie d'opposer réforme, révolution, violence, calme. Et on sait bien que c'est toujours les réformes qui fixent les révolutions. On se bat, on se bat, on se bat, et à un moment, on arrête tout, on écrit. Pourquoi on se bat? On parle, et on est compris. Alors, crier dans un hémicycle ne vous fera pas être plus entendu. Il vous fera être plus perçu. Car être entendu, c'est être compris. Ainsi, crier que vous alliez, vous, partout, parce que c'est notre projet, c'est vous exposer à quelques critiques. Ah là là, les mots. Je perds mes mots, et voici que les mots me viennent en aide. Est-ce que vous avez lu Claude Gueux, Victor Hugo? Voilà une manière de convaincre par les mots. Il nous a convaincus que tuer des gens, globalement, c'est mal. Quelle prouesse! En fait, les mots ont transcendé les cris du personnage, les cris du député, Victor Hugo, et ils ont transcendé son œuvre, et on est tous d'accord aujourd'hui. Alors voilà, les cris, c'est mes meilleurs amis, c'est mes meilleurs copains. Je les adore.
C'est la violence. Cette violence que je vous fais en regardant mon papier, c'est la violence qui rend les mots meilleurs sur l'écrit, qui les fait gagner. Mettez une arène et faites-y combattre force et intelligence, violence et raison. Et vous verrez, et je ne veux pas vous spoiler, mais c'est David qui a gagné contre Goliath. C'est Ulysse qui a gagné contre le Cyclope. Et à la fin de Game of Thrones, ce n'est pas le plus fort qui finit sur le trône. C'est un jeune enfant handicapé. Les mots, je les adore. Ils me touchent. Et les opposer au cri comme je le fais, c'est faire un éloge du calme sur l'empressement. Il y a une semaine, Madame Calmès m'envoyait un message en me disant « Tu sais, Paul-Émile, moi je suis le feu d'artifice. Et toi, tu es la nuit qui me permet de briller. Alors si vous le voulez bien, rentrons dans la nuit. » Je vois que j'ai touché. Rentrons dans la nuit. En fait, les mots, c'est eux qui portent le sens pur des choses. Si je vous dis fourchette, vous allez imaginer une fourchette. Vous allez même imaginer un couteau, le kit complet, magnifique, passez à table, je vous en prie. Si je vous dis le mot paysagiste, vous allez imaginer la fonction, et peut-être que vous allez même en imaginer un, si vous en connaissez un. Moi, je l'imagine en collant vert, suspendu à un arbre, la hache au côté, tronçonneuse à la main. C'est un peu un Robin des Bois pour moi. Mais je m'égare encore. En fait, les mots, ils portent leur sens, leur histoire et votre imagination. Voilà, là je vous ai convaincu, j'ai gagné. Les mots, c'est super, c'est parfait, ça gagne sur l'écrit. Et c'est là que Nietzsche, bam, vient tout casser à coups de moissonneuse-batteuse. Toujours dans les bons coups. Nietzsche, dans une de ses théories du langage, a réussi à réfuter le cogito cartésien en disant « mais je ne peux pas dire que je pense, donc je suis, parce que je ne sais pas qui est je ne sais pas qui est pense. » En fait, le sens des mots n'est pas leur essence. Et c'est là que les défenseurs du cri exultent. Disons que ce sont des supporters irlandais. Ils exultent parce que tout perd son sens. La philosophie perd son sens, la pensée même perd son sens. Les mots ne sont plus qu'une construction sociale. C'est triste. Mais faisons ravaler leur bière aux Irlandais. Est-ce que le fait de ne pas manger signifie qu'il est vain de manger? Est-ce que ce qui n'est pas est vain? Je ne crois pas. Ainsi, le fait que les mots soient de briques et de broc, construits par notre cerveau, par notre histoire, ne leur enlève pas leur essence. Et c'est encore plus beau. C'est nous qui donnons notre essence aux mots. On la transvase. Sacré Nietzsche. Alors, comme je le disais, préférons le calme à l'empressement. Préférons à la violence ce qui forge l'esprit en finesse. Préférons Chopin à Wagner. Préférons Proust à Dorgelès. Préférons mon chat à Jean-Luc Mélenchon. Car je vous le dis, le calme gagne toujours face à l'empressement. Ainsi, pour 5 ans, nous avons eu un président parce qu'il faut être calme pour être président. Là, vous pourriez me dire, en changeant de registre, mais Monsieur Burgevin, les cris sont touchants, les cris sont humains. Qui n'a pas envie de pleurer devant la naissance d'un enfant, la perte d'un être cher, qui n'est pas pris aux tripes par les hurlements? Mais alors, vous n'avez donc rien écouté? Et vous me décevez, vous qui aimiez les grâces, vous qui aimiez la beauté. Je me vois obligé de vous dire, eh bien, régnez, cruel. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu. Ça claque, hein? Voilà mon dernier argument. Les mots, c'est beau. Les cris,
C'est laid. Les cris, ils réduisent la grille interprétative dans notre cerveau. On est complètement mis à l'écart par le ton. On se fait crier dessus, on ne comprend pas. Pourquoi fourchette? Pourquoi me cries-tu fourchette dessus? Qui fait ça? Personne ne fait ça. Alors, xyphophore, épectase, mortagne au perche, citrouille, série, cuniciculture. J'ai oublié. Mais voyez-vous, les mots sont beaux, les mots vous touchent, parce que les mots, c'est ce que vous leur donnez. Prenons le mot furoncle. Ce n'est pas le plus ragoûtant. Et pourtant, quand on le prend, une explosion de sens vient à nous. Furoncle. Immédiatement, on est éclaboussé par cet aspect dégoûtant. Mais on peut imaginer une histoire autour. Fur, oncle, oncle en fureur. Et là, mon esprit s'en va. J'imagine un oncle un peu dégarni, qui se met tout le temps en colère et qui bave quand il s'énerve. Et voilà, le mot furoncle a une toute autre signification. Et peut-être pas vous, mais moi, à chaque fois que je le réutiliserai, j'y penserai à nouveau. Je vous ai prouvé que les mots étaient supérieurs aux cris, que les mots battaient les cris, que les mots rendaient les cris vains. Je l'ai montré avec violence. Parce que les mots permettent de convaincre là où les cris nous choquent. Parce que les mots permettent de conceptualiser les choses là où les cris réduisent tout. Enfin, parce que les mots sont beaux. Parce que les mots, c'est vous. Parce que les mots, c'est vous. Parce que les mots, c'est vos prénoms. Parce que les mots, c'est tout ce que vous dites de vous et des autres. C'est tout ce que vous êtes. Les mots de Madame Calmels vous auront fait rire. Ils vous auront touché. J'espère que les miens, et j'aime pas cette expression, vous auront fait réfléchir. Mais cette fois, vraiment. On est la preuve même de ce qu'on essaie de démontrer. On hurle sans crier. Et vient la question toute bête, après celle, mais les mots rendent-ils l'écrivain? Et celle, mais l'écrivain était-il bourré? La question vient directement, que faire quand on a tout dit, qu'on a trop parlé, qu'on a tout crié, quand on a tout écrit? On peut mourir en paix. Mais rassurez-vous, Marguerite Duras peut se resservir un godet. Ça n'est pas près d'arriver. Merci. Merci, Monsieur Burgevin, et bravo. Est-ce que le jury a des questions? Allez-y. Monsieur, Maître Rinck. monsieur a besoin d'un micro. Assurément. Allô? Oui. Bon, nous avons parfaitement compris que vous étiez un ardent défenseur des mots. J'ai noté, ils sont beaux, ils touchent, ils sont supérieurs aux cris. Mais ne pensez-vous pas que les cris, même s'ils sont vains, et qu'ils ne touchent pas l'esprit, est-ce que néanmoins, ils ne peuvent pas toucher le cœur, Monsieur Burgevin? Ils touchent le cœur, vous avez bien raison. Mais ils touchent les cœurs pour un temps. Pour moi, les seuls cris qui touchent le cœur de manière durable, c'est les cris de la musique. C'est le fortissimo. Mais un cri, un hurlement, je ne pense pas que ça touche durablement. Est-ce que vous pensez que le travail des académiciens qui s'attachent à définir le sens des mots lors des séances du dictionnaire est vain? Assurément pas. Ces messieurs, bien que parfois mal compris, ont un rôle essentiel. Mais on les met en lumière sur des choses un petit peu inutiles. La Covid. Non, les académiciens ont un rôle essentiel, c'est le rôle de faire vivre notre langue.
Ils font vivre les mots et ils les rendent d'autant plus immortels. Et je pense que les académiciens sont un petit peu les conservateurs de musée de notre dictionnaire. Et le verlan vous paraît être une langue intéressante? De ouf. Assurément. Regardez, le dictionnaire s'enrichit. Tout ce qui est... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est nous qui créons nos mots, c'est nous qui leur donnons leur connotation, leur esprit. Et le verlan, il a un sens dans la mesure où il est construit. C'est le langage qu'on parle tous les jours, nous les jeunes. Et c'est un langage qui vivra, qui ne vivra pas, mais qui aura eu un moment et qui sera écrit quelque part. Et je pense qu'il est intéressant. Ouais. Monsieur, je vous en prie. J'essaie de laver l'honneur de ma profession et vous faire observer que les journalistes ont au moins le mérite de porter à notre connaissance certains faits de société qui peuvent laisser à penser. Et je vous en livre un, par exemple, que j'ai lu sous la plume d'un confrère qui s'est amusé à mesurer la richesse lexicale du débat politique à l'Assemblée nationale. Et suite donc à des considérations exclusivement quantitatives, a pu montrer que le nombre de mots employés aujourd'hui par les députés à la tribune de l'hémicycle est largement inférieur au nombre de mots qu'ils employaient il y a 30 ans. C'est-à-dire que la diversité lexicale de la parole politique s'est amoindrie. Suite à ça, je vous livre ce qui est plus le fruit d'une réflexion personnelle que d'un fait tout à fait observable, mais il me semble qu'on assiste aujourd'hui à un raidissement du débat, voire parfois à son impossibilité manifeste. Et que, à mesure que la nuance disparaît, je crois que justement, et vous avez très bien su saisir cet instant sur le plateau d'une grande radio, à mesure donc que la nuance est rendue difficile, ce sont les cris qui l'emportent. Est-ce que vous pensez que c'est l'absence de mots, l'absence de vocabulaire qui nous pousse à crier? Je pense que ce qui nous pousse à crier, c'est le fait de ne pas être entendu. Et que les tribunes, c'est une opinion personnelle, que les tribunes, pour s'exprimer, seront toujours plus efficaces que les arènes dans lesquelles on vient crier. Et si les mots dans le débat public, dans l'hémicycle, viennent à mourir, eh bien, je pense qu'ils ne sont pas enterrés pour autant, et qu'ils reviendront dans la mesure où nous savons, nous sommes à l'université, on nous apprend à parler, et peut-être que ce sera violent, peut-être que on se retrouvera piégé par nos cris, par notre manque de vocabulaire, mais ça reviendra. J'essaie de voir ça à une échelle de l'humanité, mais je ne peux pas imaginer... En fait, j'imagine le vocabulaire comme vous voyez, les schémas qu'on fait de l'univers. Peut-être que, hop, ça va se réduire, et là, Big Bang. Et de nouveau, beaucoup de mots. C'est comme ça que je le vois, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de mots. C'est pour ça qu'on est là, ici, pour essayer de parler. C'est pas tant qu'on dispose de moins en moins de mots qu'on en connaît de moins en moins. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Faites des lettres. Non, bien sûr. Mais il faudrait que... Oui. Là, c'est un problème qui touche à l'éducation et c'est un problème qui touche à notre humanité. Et à ce moment-là, oui, on peut être tous actifs. Monsieur le finaliste, les cris ne sont-ils pas finalement des mots prononcés fortement? Assurément, bien sûr, c'est bien ce que je voulais dire. Mais le fait qu'ils soient prononcés fortement, ça réduit la grille interprétative. Parce que si mon discours, je vous l'avais donné de manière écrite, tout aurait été limpide. Vous auriez fait votre idée propre de mon discours. Et là, j'ai mis le ton, j'ai commencé à réduire. Si j'avais crié de manière agressive, si j'avais crié, eh bien, la grille se serait encore plus réduite parce que vous auriez été attaqué. Et je pense que oui, les cris sont des mots prononcés forts, mais que le seul moment où on a vraiment besoin de mots, c'est pour être entendu, et dans ce cas-là, on peut se contenter de voyelles.
Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour ce concours d'éloquence? Moi, je me suis toujours dit, je fais de la musique, je suis chanteur lyrique, et je me suis toujours dit, si dans ma vie, j'arrive pas à chanter, eh ben, je crois que j'aimerais bien parler. Alors, pour l'instant, je fais encore de la musique, tout va bien, mais je m'entraîne un peu. Et puis, j'adore l'éloquence, j'ai toujours aimé ça. J'ai organisé des concours, j'ai participé à d'autres concours, et j'avais envie de tester dans cette fac où je ne connais personne, et de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, et puis me triturer un peu l'esprit, et enfin, avoir mal au ventre, me stresser un peu. Un peu de stress, oui, ça fait du bien. Et pourtant, Paul-Émile, vous êtes effectivement parfait, vous maîtrisez tout, le geste, la posture, le mot, la voix. Mais justement, en quelques mots, Paul-Émile, qui êtes-vous vraiment? Pouvez-vous vous définir en quelques mots, s'il vous plaît? Question de journaliste, assurément. En quelques mots? En quelques mots, vous avez le Bien temps sûr. de la J'ai le temps, réflexion. j'ai le temps, Vous avez le temps de la réflexion. Ne réfléchissez pas justement trop Oui. pour que ce soit le plus spontané. Qui êtes-vous vraiment, Paul-Émile? Je me définirais par ce que j'aime. Alors, je dirais chanter, créer, aimer. Et j'ai envie de dire manger. Ça vient dans ma tête, j'ai envie de l'écarter, mais c'est là. Donc Mais oui, vous pouvez. manger. Ce sera ces 4 mots. Chanter, créer, manger, et j'ai oublié le dernier. Justement, si vous me le permettez, chers amis du jury, chantez. Chanter. Vous voulez que je Chantez, chante? chantez. Si cela vous Vasto convient. teatro è il mondo, siamo tutti commedianti, si può fra brevi istanti, carattere cangiar, carattere cangiar, carattere cangiar. On vit tous dans un grand théâtre. Merci. Est-ce que c'est tout bon pour le jury? Merci, Monsieur Burgevin. Nous allons demander maintenant au public de quitter la salle, s'il vous plaît, et nous allons procéder à la délibération. Honorables membres du jury, cher public, chers candidats, c'est avec émotion que je vous parle. En effet, nous voilà au terme de cette édition du concours d'éloquence de l'UCLI. Avant de vous annoncer le grand gagnant du concours, nous souhaitions tout d'abord remercier l'Université catholique de Lyon et plus particulièrement la faculté de droit qui nous a soutenus dans notre projet que nous n'aurions pu mettre en place sans vous. À travers le concours d'éloquence, nous avons voulu promouvoir le savoir-faire lyonnais. C'est pourquoi ce soir, nous souhaitons tout particulièrement remercier la Maison Voisin qui nous a généreusement offert des coffrets spécialités de Lyon en guise de cadeau que nous vous offrons ce soir, très cher jury. Vous trouverez aussi une petite carte. Monsieur Kuok, nous comptons sur vous pour le transmettre à Monsieur de Vogénie. Il nous est pour nous impossible de procéder aux remerciements sans remercier les personnes que vous ne voyez pas ce soir, mais qui nous ont particulièrement aidés en coulisses. Madame Moquet, Madame Ronget, Madame Copin, Monsieur Maubert, Monsieur Pérez et enfin, Mademoiselle Crépin, merci à vous. Je souhaite aussi remercier toute l'équipe du Grand Oral de l'UCLI. Merci aux filles qui nous ont bénévolement aidés pour cette finale lors de l'accueil. Vous avez été top. Un grand merci particulièrement à Mademoiselle Ferté. Merci de nous avoir épaulés dans cette aventure que vous avez rejoint en cours de route. Vous avez su faire preuve de rigueur tout au long de ces 6 mois de travail consciencieux. Merci. Merci évidemment aussi à Mademoiselle Fernandez, trésorière mais aussi avant tout cofondatrice, qui a su faire preuve de folie pour s'embarquer dans ce projet. Rappelons-le, l'association a été créée en 2 jours, seulement, papier de préfecture inclus. Enfin, cher jury, évidemment, vous n'y dérogerez pas. Au nom de tout le Grand Oral de l'UCLI, nous vous remercions. Merci pour votre investissement au sein du concours.
Merci particulièrement à Monsieur le recteur, Monsieur le premier vice-recteur, Monsieur le doyen, Monsieur le procureur général, Maître Rinck, Monsieur Fraisse, Monsieur Laurel, Monsieur Argelier, Monsieur Sugy, Monsieur Cuchera, Monsieur Pissochet, Monsieur Cuoc, Monsieur Fortoul, Monsieur Codo, et enfin, merci Monsieur Hadj. Une petite pensée particulière pour Monsieur de Vojani qui n'a pas pu être là ce soir. Comme vous vous en doutez, tout ce concours ne pourrait avoir lieu sans vous, nos très chers candidats. Merci aux anciens candidats qui sont parmi nous ce soir. Cela montre bien les valeurs que nous avons voulu transmettre, la cohésion et l'entraide. Un petit mot particulièrement pour nos deux finalistes. Monsieur Burgevin, du haut de vos 18 ans seulement, vous avez su faire preuve d'une grande maturité intellectuelle dans chacune de vos prestations. Grand orateur, humoriste et même flûtiste à ses heures perdues, et même ce soir, nous découvrons que vous êtes chanteur. Toutes ces casquettes-là vous ont permis, en plus de votre vivacité d'esprit, d'être ici devant nous ce soir, et pour cela, un grand merci. Quant à vous, Mademoiselle Calmels, vous êtes, selon moi, un poème à vous toute seule. Avec Madame Calmels, il vous faudra de l'humour, beaucoup de second degré et un soupçon d'autodérision. Et à ce moment-là, elle vous fera voyager entre citations farfelues et histoires rocambolesques. Vous nous avez embarqués dans votre univers riche en couleurs et pour cela, merci à vous. Si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît, les deux finalistes. Je ne tarde pas plus, le suspense est déjà à son comble, j'en suis désolée, je suis bavarde, mais vous conviendrez que ces mots ont été écrits avec le cœur. Il est l'heure pour nous de vous annoncer le grand gagnant qui remporte une carte cadeau Fnac d'une valeur de 100 € et un trophée, Mademoiselle Calmels. Nous ne l'avons pas oublié. Effectivement, pour la petite anecdote, Mademoiselle Calmels pensait qu'il n'y aurait pas de trophée ce soir. Le gagnant du concours d'éloquence de l'UCLI est donc Madame Calmels. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je repasse ici. Il y a une petite étiquette et prends les fleurs. Néanmoins, Monsieur Burgevin, c'était pas écrit sur mon papier. Je voulais quand même vraiment vous remercier. À chacune de vos prestations, vous m'avez surpris. Vous m'avez mis le frisson et vous avez un talent que chacun des jurys a su percevoir ce soir. Ce n'est pas une défaite, c'est un accomplissement personnel, je pense. C'est sur cette victoire de Mademoiselle Calmels que nous vous quittons le cœur ému. Au plaisir de vous revoir, de manière éloquente, le grand oral de l'UCLI. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, Mademoiselle Calmels? Un petit mot? Dans le champ. Je peux enlever mon masque. Merci beaucoup, vraiment. Le premier mot, il sera pour Paul-Émile, parce que, comme je l'ai déjà dit, un concours sans de bons candidats, ben, finalement, gagner, c'est moins prestigieux. Et là, c'est d'autant plus prestigieux face à Paul-Émile que je trouve bourré de talent, c'est le mot. Donc, merci, vraiment. Mes autres mots, je l'avais promis, c'est pour une candidate qui a participé à mes côtés que j'affectionne particulièrement et avec qui que je côtoie depuis un certain temps, c'est Mademoiselle Jeanne Amiard. Ces mots sont pour toi, ce bouquet aussi. Elle n'est pas présente, il ne faut pas se retourner, vous ne faites pas de scoliose, hein, ça ne sert à rien. Mes autres mots seront pour ceux qui n'osent pas prendre la parole. C'est tout simplement, je n'ai pas les mots parce que je m'étais inscrite dans ce concours d'éloquence vraiment sur un coup de tête, j'avais rien à faire de ma semaine et on m'a dit bah vas-y, un peu de fun, comme dirait ma mère, allez, on se lance. Je me suis dit mais moi quoi, enfin
je suis dyslexique, je bégaye, je ne peux même pas passer les présélections, quoi. Et puis je suis fière, oui, je suis fière de me dire que mes idées ont été entendues, qu'elles ont été justement réceptionnées. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui n'osent pas prendre la parole, prenez-la avec les mots, en criant comme vous voulez, mais exprimez vos idées, n'ayez pas peur, et qu'importe finalement si certains ne les comprennent pas, vous les aurez dites et vous ne regrettez pas. Mes dernières paroles rejoindront la fin de mon discours qui était pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pardon. C'était vrai. Même quand tu n'auras plus les mots, moi, je m'exprimerai. Et je ferai en sorte de les utiliser à bon escient pour que tu sois fier. Voilà, merci.